Une question appelle une réponse. Mais sommes-nous capables de ne pas répondre tout de suite? De rester face à ce que nous ne savons pas, face à l'inconnu, sans le combler, sans le fuir. Parce que c'est peut-être là, dans ce non-savoir, face à ce qui manque, face à ce qui échappe, qu'un espace s'ouvre et que quelque chose peut apparaître. Et si une vraie question ne servait pas seulement à savoir, mais à transformer notre relation à nous-mêmes et aux autres? Une vraie question apparaît quand quelque chose résiste, quand nous ne savons plus, quand nos réponses habituelles ne suffisent plus. Une vraie question nous oblige à quitter un savoir déjà prêt, à rester un instant avec ce que nous ne savons pas. Or, nous cherchons souvent à sortir trop vite de cet espace. Nous voulons comprendre immédiatement, expliquer, refermer. Parce qu'à partir du moment où nous savons déjà, nous ne rencontrons plus vraiment ce qui est là. Nous le remplaçons par quelque chose de connu. Une vraie question maintient un espace ouvert. Quand nous ne savons pas, nous ne pouvons pas enfermer ce qui se passe dans une pensée. Nous ne pouvons pas réduire la réalité à ce que nous en pensons. Et c'est pour cela qu'une question peut nous rendre plus présents qu'une réponse. Mais une question ne nous met pas seulement en rapport avec ce que nous ne savons pas. Elle est toujours adressée à quelqu'un, à un autre. Même lorsque nous pensons nous parler à nous-mêmes, il y a toujours en arrière-plan un autre auquel elle s'adresse. Quelqu'un qui pourrait répondre, quelqu'un qui pourrait comprendre. Poser une question, c'est accepter de se mettre dans une position d'attente vis-à-vis de l'autre. C'est accepter que quelque chose puisse venir de lui, et pas de nous. Accepter que tout ne dépend pas de nous. C'est faire l'expérience que l'autre possède quelque chose que nous n'avons pas. Quand nous posons une vraie question, nous acceptons qu'une réponse puisse venir d'ailleurs. À partir du moment où je pose une question, je m'ouvre à une réponse que je ne contrôle pas. Et c'est là que quelque chose change. Je ne cherche plus seulement à savoir, j'entre en relation. Une relation dans laquelle quelque chose peut me surprendre. Car c'est là que l'écart apparaît. L'écart entre ce que nous demandons et ce qui nous est répondu. Car l'autre ne répond jamais exactement comme nous l'attendions. La réponse ne vient pas du même lieu que la question. Mais cet écart entre la question et la réponse n'est pas un défaut. Il révèle quelque chose. Quand nous posons une question, nous ne demandons pas seulement une information. Nous demandons une présence. Nous attendons que quelqu'un soit là, qu'il nous écoute, qu'il nous réponde, qu'il prenne en compte ce que nous venons de dire. Une question, ce n'est jamais seulement des mots. C'est une adresse. Et dans cette adresse, il y a déjà une attente. Une attente d'être entendu, d'être reconnu.
Car quand quelqu'un répond à notre question, il ne nous donne pas seulement une réponse. Il nous montre aussi qu'il nous a entendus, qu'il nous a pris en compte. Il a reconnu qu'il y avait là quelque chose qui comptait. Et c'est pour cela que certaines réponses apaisent, même quand elles sont incomplètes. Et que d'autres réponses laissent un vide. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le contenu de la réponse, mais ce que symbolise le fait de répondre. Car peut-être que, derrière toute question, se cache une demande d'amour. Même quand une réponse est donnée, quelque chose reste insatisfait. Un écart. Comme si la réponse ne venait jamais exactement combler la question. Comme s'il y avait toujours un décalage, un manque. Car l'autre ne répond jamais seulement à ce que nous demandons. Il répond depuis sa place, depuis ce qu'il comprend, depuis ce qu'il entend. Et c'est pour cela que la réponse ne coïncide jamais complètement. Elle touche parfois, mais jamais totalement. Quelque chose échappe. Quelque chose ne se rejoint pas. Et c'est là que la question prend une autre dimension. Car à travers la réponse de l'autre, ce que nous rencontrons aussi, c'est son désir. Un désir qui ne se laisse pas entièrement saisir. Un désir qui ne répond jamais exactement comme on l'attend. Pourquoi répond-il ainsi? Pourquoi se tait-il? Pourquoi dévie-t-il? Ce n'est plus seulement la réponse qui est en jeu. C'est l'énigme de ce qui, chez l'autre, répond. Et plus encore, ce désir échappe aussi à l'autre. Car même celui qui répond ne sait pas ce qui en lui répond. L'origine de sa réponse lui échappe. Nous avons donc vu qu'une question ne sert pas seulement à rechercher une information. Une vraie question nous met face à ce que nous ne savons pas. Elle nous place dans une attente et en nous ouvrant à l'autre, elle révèle une demande. Une demande de présence, une demande d'amour. Et à partir du moment où cette demande apparaît, une autre question surgit. Que désire l'autre? Que me veut-il? Dans la prochaine vidéo, nous commencerons à explorer l'idée selon laquelle le désir de l'autre reste toujours en partie une énigme. Et comment cette énigme structure notre manière de penser, de parler et de nous relier aux autres. Pour celles et ceux qui préfèrent lire, qui souhaitent un support écrit pour prolonger cette réflexion, ou qui veulent simplement soutenir la chaîne et son état d'esprit, une version écrite de la vidéo est disponible au téléchargement. Le lien se trouve dans la description. Si ces questions vous parlent, vous pouvez vous abonner pour suivre la suite de la série, revisiter les vidéos déjà publiées et continuer à poser les questions qui ouvrent des brèches dans les certitudes. Il suffit de cliquer sur le logo de la chaîne qui vient d'apparaître sur l'écran ou sur le bouton s'abonner. A bientôt et surtout n'oubliez pas, posez la question et ne vous laissez pas enfermer par les réponses.